Une question Niger, manifestation en soutien aux autorités, coup de semonce contre l'Occident, telle est notre grande interrogation. Quelle belle chose et surtout une joie de vous retrouver tous les jours sur Panafricaniste TV. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche dans les deux grandes villes du Niger pour afficher leur soutien aux généraux et critiquer les puissances occidentales, la France notamment, mais aussi les États-Unis. Ces manifestations interviennent au lendemain d'un discours télévisé du nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani, dans lequel il a promis une transition de 3 ans. À bas la France, non aux sanctions, halte à l'intervention militaire de la CEDEAO, ce sont quelques-uns des slogans scandés par les manifestants réunis place de la concertation à Niamey. Ils ont brandi des drapeaux russes et nigériens. Certains avaient également des drapeaux chinois et indiens. Leur message, que la France quitte le Niger. Ibrahim Namaïwa est l'un des organisateurs du mouvement et surtout du rassemblement du dimanche dernier. Il nous dit, je cite, « Nous avons mis des priorités. D'abord les Français dehors et après on examinera la situation des autres forces étrangères. » Parce que qui nous intéresse, nous, c'est la souveraineté totale du peuple. Nous allons faire du cas par cas pour essayer de reconquérir qui nous a été confisqué pendant des années à travers l'invasion de notre pays par des soldats étrangers. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la France qui est pointée du doigt, les États-Unis le sont aussi désormais. À Agadez, au centre du pays, des centaines de personnes se sont en effet réunies près de l'aéroport où se trouve la grande base militaire américaine pour demander le départ des soldats américains. Washington dispose d'une force de plus de 1300 hommes au Niger et sa base militaire à Agadez est l'une des plus importantes sur le continent africain. Pour l'instant, le Pentagone a annoncé le maintien de ses troupes au Niger, nécessaire selon lui pour lutter contre les groupes djihadistes dans la région. Allez savoir de quels djihadistes nous parle-t-on. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons. Niger, manifestation en soutien aux autorités, coup de semonce contre l'Occident. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Matengene, il est enseignant de sociologie à l'Université de Douala. Il est notre invité cet après-midi. Jonathan Matengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Gross, bonjour à tous les Africains, tous les panafricanistes, tous ceux-là qui réalisent les grandes victoires du présent qui certainement sont acclamées par tous nos dévanciers dans le passé. Tous ceux-là qui ont rêvé de la libération totale de l'Afrique, qui ont rêvé de voir notre continent enfin débarrassé de ces prévaricateurs, de ces prédateurs, qui ont porté ce combat avec combien de zèle, de foi, d'enthousiasme, mais surtout de détermination. Et ils nous l'ont transmis. Certainement par la puissance d'une connexion spirituelle, par la puissance d'un lien indélébile, d'un lien inaliénable, d'un lien indétachable, d'un lien qui traverse les âges et qui certainement va porter également les nouvelles générations qui nous accompagnent. Nous sommes très heureux de vivre ce présent, de vivre cette réalité de l'Afrique et nous savons que notre liberté désormais est une réalité. Très heureux de vous avoir, Jonathan Matengene. À bas la France, non aux sanctions, hâte à l'intervention militaire de la CEDEAO. Tel était en tout cas ces slogans lancés à l'encontre justement de la France et surtout des États-Unis, sans oublier la CEDEAO. C'est un coup de semonce contre l'Occident? Pas un coup de semonce, c'est la réalité de ce qu'est aujourd'hui l'Afrique. C'est une Afrique décomplexée, c'est une Afrique relâchée, c'est une Afrique libérée. C'est une Afrique qui a pris fait et cause, qui a pris conscience de sa propre liberté. Et quand vous voyez les masses critiques qui arrivent à s'exprimer aussi librement, avec autant d'audace, autant de fierté, c'est la preuve que les Africains n'ont plus besoin de tutorat pour leur enseigner ce que c'est que la liberté. Ces Africains l'affirment, ces Africains la revendiquent et ces Africains n'ont pas peur de qui est en face. Peut-être on voit seulement les manifestations. Le même jour, il y avait un recrutement, c'était samedi le 19 août dernier, il y avait un recrutement des volontaires pour la patrie. Effectivement, ces volontaires pour la défense de la patrie étaient par milliers dans les centres de recrutement. Et en même temps qu'il y avait la manifestation,
il se retrouvait également du côté du recrutement. Vous voyez à quel point désormais l'engagement de ces masses critiques pour la liberté du continent est sans faille. C'est un engagement qui nous rassure, c'est un engagement qui nous-mêmes nous encourage, nous galvanise et nous montre que nous atteignons finalement le point critique de la libération du continent. Le Niger allait être un déclic, nous le disions. Le Mali devait être l'exemple exemplaire. Le Burkina devait suivre l'exemple exemplaire, mais le Niger, c'est un déclic. C'est un déclic. On voit les mêmes masses critiques se former de plus en plus dans les pays anglo-saxons. Le Nigeria. On n'attendait pas le Nigeria à ce rendez-vous d'aussitôt. Le Niger, qui a étrangement le même nom que Nigeria, parce que ce n'est qu'en français qu'on dit Niger, et c'est le même fleuve. Donc, le Niger a contaminé le Nigeria. Le Niger est en train de contaminer le Bénin. Le Niger est en train de contaminer le Togo. C'est quelque chose qui est un peu plus, c'est un cran au-dessus de ce qu'on a observé par le passé. C'est-à-dire, si on a eu les exemples du Burkina et du Mali, le Niger semble être le déclic qui va faire voler en éclats toute la coalition impérialiste. Vous avez bien fait de signaler que les manifestations n'étaient pas anti-impérialisme français, c'était aussi des manifestations contre l'impérialisme américain, états-unien. Et les populations, par exemple à Agadez, ont exprimé leur volonté de voir la base militaire états-unienne déguerpir. Et ça nous permet d'avoir une lecture sur ce qu'on a observé, le clivage entre la politique étrangère française et la politique étrangère états-unienne. Les États-Unis qui veulent à tout prix tirer leur épingle du jeu parce qu'ils ont un ensemble de liens, de points de liaison au niveau du nouvel establishment à Niamey. Par exemple, il y a le commandant de la gendarmerie qui est réputé être proche, qui a même été reçu par l'ambassade des États-Unis, qui discute beaucoup avec avec Washington. Donc, ce genre de relais, aujourd'hui, ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas redevables dans cette action révolutionnaire vis-à-vis des États-Unis. Ils ne sont pas là pour défendre les pseudo-intérêts états-uniens. Ils sont là essentiellement pour défendre les intérêts du Niger. Et si les États-Unis veulent les utiliser comme des nouveaux larpins, ils doivent savoir qu'eux-mêmes, leur place n'est pas garantie. C'est le grand message du peuple. C'est que ce peuple veut dire, nous sommes les garants de cette souveraineté. Nous sommes le verrou ultime de cette révolution. Et nous n'accepterons aucune trahison et d'aucun camp qu'il vienne. Jusqu'à preuve de contraire, on n'avait jamais vu autant de marches, plus d'1 million de personnes dans les rues, dans 2 villes, Agadez et sans oublier justement le centre de Niamey, la capitale. Est-ce pour dire tout simplement, nous donnons notre bénédiction aux nouveaux hommes forts du pays? Ils ont leur bénédiction, mais ils ont la mise en garde du peuple. Les 2 manifestations, c'est quelque chose. Vous savez, beaucoup d'analystes aujourd'hui insistent sur le fait que la France, les États-Unis sont en rang dispersé au niveau du Niger. Oui. C'est vrai. Mais c'est 2 impérialistes de la même nature. C'est des impérialismes prédateurs, prévaricateurs. C'est des impérialismes criminels. Al-Qaïda, ce n'est pas la création de la France. Oui. C'est les États-Unis. Et dans le Sahel, parmi les 8 groupes qui menacent, les 8 groupes terroristes qui menacent le Niger, il y a effectivement Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Donc, une branche de Al-Qaïda. L'État islamique, c'est une autre construction des forces de l'OTAN, où on a vu les forces de la DGSE française et les forces de la CIA travailler en collaboration pour fabriquer un monstre qui est né dans le Moyen-Orient, l'État islamique. Et ce monstre se retrouve également dans le Sahel. Donc, on a affaire avec des criminels de même nature qui opèrent parfois en bande organisée, mais là, pour des questions stratégiques, par exemple le lithium, les sources d'eau, l'uranium, ils sont divisés dans la manière de faire. Et puis l'un estime que si l'autre est finalement éjecté, ce n'est pas si grave, parce que lui va rester. Il pourra faire le job même tout seul. C'est les États-Unis, c'est leur posture. Donc le peuple n'a pas seulement donné sa bénédiction au gouvernement en place, gouvernement révolutionnaire, militaire en place. Il a aussi passé un message à ce gouvernement révolutionnaire. Vous avez vu, il y a des drapeaux qui étaient... Drapeaux russes, nigériens, chinois et sans oublier drapeaux indiens. Voilà. Il brandissait ces drapeaux. Oui. C'était pour dire,
Nous voulons un changement de cap radical. Nous voulons véritablement la multipolarité. Nous savons quels sont les enjeux de l'heure de notre continent et nous n'accepterons pas que ces enjeux qui sont vitaux pour notre pays soient trahis au profit d'une collaboration, une pseudo-collaboration privilégiée. Donc, voilà un peu le message. Bénédiction, oui, mais avec une mise en garde. Et le veto du peuple, comme on dit encore dans l'expression latine, vox populi, vox Dei. Donc, le veto du peuple, c'est le veto de Dieu. Et ce gouvernement de transition gagnerait à écouter ce que ce peuple lui a transmis comme message dans le cadre de ces manifestations, avec tous les éléments symboliques qui ont été déployés. Et de ce côté-là, d'ailleurs, d'après les informations que nous avons eues, les manifestations ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce que les Français quittent le territoire nigérien et sans oublier les Américains. Par contre, le Pentagone déclare haut et fort qu'il n'est pas prêt à quitter justement Agadez. Il y a cette réalité. C'est pourquoi nous disons qu'il y a une jonction d'intérêts sur le plan criminel. Parce que c'est deux États voyous et criminels, la France et les États-Unis, derrière tous les blocs de l'OTAN. Mais on ne parle que des deux bases. Pourquoi les manifestants eux-mêmes se limitent à deux bases? Il n'y a pas que deux bases. Takuba, t'es revenu. Et Takuba, c'est une base allemande. C'est les Allemands qui ont construit ça. Ils l'ont fait pour le commandement intégré de l'Europe. Et c'est le point d'ancrage des renseignements européens sur le Sahel. Donc, la manifestation, nous conseillons aux manifestants de bien intégrer les trois bases. La base française, la base états-unienne et la base de l'Europe, qui est contrôlée par les Allemands. Il faut que les trois bases déménagent dans les plus brefs délais. Et nous encourageons d'ailleurs ce qui est en train d'être fait. Oui. Parce que on ne peut pas lutter efficacement contre les terroristes quand les complices des terroristes sont encore sur votre territoire. Les francs CFA, on aime dire que ça a été fabriqué par les Français et tout. Mais les Français ils collaborent avec les États-Unis. Si les terroristes demain ont besoin d'argent et que les Français ne sont pas là avec leur base militaire, est-ce que cet argent-là ne peut pas leur être transmis par les Américains via leur base? Ça peut très bien. D'ailleurs, il y a une information qui a circulé. Pendant que le gouvernement tchadien aussi aujourd'hui est en train de se battre avec l'appui, c'est étrange, oui. Avec l'appui de Libyens opposés au gouvernement soutenu par l'OTAN, il y a des combattants, 3000 combattants qui ont rejoint la rébellion nigérienne. 3000 combattants tchadiens qui ont rejoint la rébellion libyenne. Nigérienne. Si jamais et ces 3000 combattants, la rébellion nigérienne est elle-même épaulée par un ensemble d'acteurs qui sont proches de l'OTAN. Mais comment vous comprenez ces ralliements? Or, on sait que la grande puissance de l'OTAN, qui coordonne les opérations des groupes rebelles en Libye, c'est les États-Unis. Ça veut dire que la CIA manœuvre actuellement à ce que la rébellion nigérienne, vous savez qu'il y a une rébellion qui est née, cette rébellion est un soutien à la fois logistique, financier et même humain dans la sous-région. Donc, comment vous allez simplement chasser les Français sans chasser les Américains? Il faut les chasser. Il faut aussi chasser les autres, les Européens, parce que c'est les mêmes contradictions. C'est les mêmes contradictions que ces gens produisent. Et c'est à partir de ces pays qu'ils fabriquent une intelligence avec les terroristes. D'ailleurs, on a cité les connivences, AQMI, État islamique. Il y a d'autres groupes, Ansar Dine, il y a les Marocains qui sont liés au Moudjaou. Donc, il faut non seulement couper la France de sa capacité à activer ces groupes terroristes, mais également les États-Unis et le reste des puissances européennes qui jouent à ce jeu malsain. Les manifestations ne vont pas s'arrêter, c'est ce que je vous ai fait savoir. Tout à fait. C'est le moment de... Nous essayons juste
de montrer aux manifestants que, effectivement, leur dynamique, elle est positive. Oui. Seulement, cette dynamique doit intégrer tous ces facteurs. Il n'y a pas que deux grands partenaires des terroristes sur leur territoire, c'est-à-dire les Français et les États-Unis. Il y a également les représentants de commandement militaire européen. Donc, il faut intégrer tous ces acteurs et se battre pour que tous ces acteurs déménagent en même temps. Est-ce à dire finalement que le peuple nigérien connaît qui sont ses ennemis? Il connaît, il est très bien instruit. D'ailleurs, vous avez cité monsieur Maïnawa, oui, Maïnawa, qui il a été très éloquent sur un média, je l'ai suivi hier. Hein. Exactement. Il a été très éloquent et je lui dis vraiment, mon frère. Ibrahim Namaïwa. Voilà, Ibrahim Namaïwa. Excuse mon frère. Et il a été très brillant sur son intervention. Vraiment, voilà le genre de leader dont la société civile nigérienne a besoin. Et il doit continuer dans cette lancée. Ils savent effectivement qu'ils sont leurs ennemis. Ils savent que ceux-là qui prétendent lutter contre les terroristes sont parfois ceux qui ont fabriqué ces terroristes, les ont armés, les ont entraînés et les supervisent sur leur territoire. Donc, ils connaissent très bien leurs problèmes et ils sont à même de résoudre. Surtout que l'exemple exemplaire malien, c'est en ça que c'est un exemple exemplaire. Les Maliens ont identifié très clairement les adversaires, les ennemis. Et depuis que les Maliens se sont attaqués aux vraies causes, on voit que les terroristes ne font que reculer. Maintenant, les Maliens contrôlent la ville de Caille. Une ville qui, hier, était réputée être une ville hors d'accès de l'armée malienne. Aujourd'hui, ils contrôlent la ville de Caille. Il y a une semaine, ils ont pris tout le contrôle de Caille. S'ils contrôlent Caille, c'est la preuve que dans les dynamiques actuelles, ils sont dans les perspectives d'avoir total contrôle de leur pays. Et on nous dit que désormais, l'armée malienne contrôle plus de 80% du territoire. Ça veut dire qu'ils ont réussi en très peu de temps à reconquérir près de 45% de leur territoire. C'est énorme. Parce que le Mali, ce n'est pas un pays de 100 000 km², c'est plus d'1 million, 200 000 km². Oui. Donc, c'est un grand pays. Et quand vous voyez 45% de conquête militaire en un an et combien? Et quelque chose comme 6 mois ou bien 2 ans. Vous regardez les pourcentages de territoire qu'ils ont perdu en 7 ans de coopération avec tous ces pseudo-partenaires. Vous comprenez qu'en cela, ils sont véritablement un exemple exemplaire. Par leur exemple, ils prêchent aux autres le modèle à suivre en matière de lutte contre le terrorisme. Et les Nigériens s'en inspirent. Les Nigériens voient simplement qui étaient les adversaires des Maliens et disent, si ceux-là étaient les adversaires des Maliens, nous n'avons qu'à les identifier et à nous attaquer à eux. Et parmi ces adversaires, il y avait bien sûr Takuba, il y avait les États-Unis et il y avait la France. Donc, tout ce qui appartient à l'OTAN, c'est les adversaires des Nigériens. Et les Nigériens doivent continuer. Comme ils sont dans cette lancée, ils doivent continuer et rester dans cette perspective jusqu'à ce que toutes ces forces quittent le... Finalement, il faut préciser par ailleurs à nos téléspectateurs que le Niger était la base arrière de la France. Lorsqu'on chassait des soldats du côté du Mali ou encore du Burkina Faso, ces réfugiés immédiatement du côté du Niger. Cette fois-ci, le Quai d'Orsay nous fait savoir que si jamais les Nigérians ne veulent plus d'eux, ils vont devoir quitter le pays, mais cette fois-ci, ils ne vont pas rentrer directement en France. On nous a donné quelques pays dans lesquels il pourra aller se réfugier cette fois-ci encore. Il s'agit par exemple du Tchad, qui a d'ailleurs refusé de recevoir, on va le dire ainsi, et surtout d'accueillir ou d'héberger des soldats français. Il y a également la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et on nous fait également savoir dans la moindre mesure le Gabon. Ok, à ce niveau, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a des pays qu'on cite de manière un peu pour faire diversion. Ils vont envoyer des effectifs effectivement dans ces pays. Le Tchad peut refuser, mais ils iront là-bas parce qu'il y a une base. C'est obligatoire, c'est obligé, comme on dit souvent au quartier. Oui. Le rapport de force est très en défaveur de l'État tchadien actuel, qui n'a pas le toupet de véritablement porter ce grand combat. Il y a le Gabon qui va accueillir. Il y a la Côte d'Ivoire. Mais il y a un pays. Le Sénégal est également compté parmi les pays qui peuvent accueillir, justement. Je n'ai pas parlé du Sénégal, mais il faut savoir une chose. L'OTAN
Je n'ai pas parlé de la France. L'OTAN a construit une base militaire au Sénégal. Oui. Et l'OTAN, dans son plan actuel, parce que ça, c'est ce qui a fuité, l'OTAN envisage de faire du Sénégal la plaque tournante de ses opérations en Afrique de l'Ouest, surtout dans l'espace francophone. L'OTAN, dans ses réflexions, s'est dit que la montée des révolutions en Afrique est corollaire du retour de la Russie en Afrique. Et pour combattre la Russie, l'OTAN a fait une analyse. Nous avons souvent parlé de l'endocolonat sénégalais qui est très fort. Et l'OTAN estime que le pays qui a les structures sociales les plus à même de l'accueillir en Afrique francophone actuelle, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a déjà le facteur que le président Laurent Gbagbo a cassé les structures sociales favorables à l'OTAN. Mais au Sénégal, ces structures sociales sont encore très, très ancrées. Donc, ils sont actuellement en train de réfléchir davantage. D'abord sur la domestication totale des mouvements révolutionnaires qui sont autour de Ousmane Sonko. Ils réfléchissent à cela. Ils disent, s'ils peuvent récupérer le combat à leur avantage, ce serait une bonne chose. Le Quai d'Orsay envisage pour cela un rapprochement avec l'équipe de Ousmane Sonko. Donc, il y a des choses qui, actuellement, ils disent qu'ils veulent faire. Et dans la réunion qui a eu lieu ce week-end au Quai d'Orsay, oui, ils ont décidé de rallier un ensemble de revendications de la société civile sénégalaise contre Macky Sall. Et leur objectif, c'est de récupérer le combat qui est dans la dynamique révolutionnaire au Sénégal pour créer les conditions favorables de l'accueil des forces de l'OTAN dans ce pays. Ils ont déjà construit la base qui, avec Macky Sall, ils ont construit la base qui devra accueillir les forces de l'OTAN. Donc, le véritable pilier sur lequel ils veulent s'appuyer désormais, c'est le Sénégal. C'est pourquoi nous invitons les Sénégalais, nous invitons le peuple sénégalais à redoubler d'ardeur. Le peuple sénégalais, qui est un des peuples actuellement en ébullition et en éveil, doit très vite empêcher cette récupération de l'OTAN. Il faut raviver la dynamique révolutionnaire au Sénégal. Les mouvements qui se sont calmés doivent reprendre de leur vigueur. Il le faut très vite parce qu'au sein de l'OTAN, voilà les plans qu'ils sont en train de mettre sur pied. Ils disent qu'ils vont se recaser au niveau du Sénégal. Pourquoi? Ils estiment qu'avec le Sénégal, en contrôlant le Sénégal, c'est un pays qui a des structures sociales beaucoup plus favorables. Oui. Or, ça, c'est se tromper sur l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique d'aujourd'hui est essentiellement révolutionnaire. Donc, les Sénégalais doivent tout faire pour empêcher cela. Et la meilleure manière d'empêcher cela, c'est de mettre une action révolutionnaire irréversible et irrédentiste. Ils ne doivent plus reculer. Ils doivent avancer. Ils doivent tout faire pour que l'establishment actuel se sente bousculé. Non, pas qu'il se sente bousculé. Qu'il soit bousculé. Et que les nouvelles élites politiques qui vont émerger immédiatement, c'est-à-dire le nouveau pouvoir qui va se constituer, soit un pouvoir qui soit déjà sous la pression de la conversion immédiate aux idéaux du panafricanisme. C'est ça, actuellement, la grande solution. Donc, quand ils nous parlent du Gabon, du Tchad, c'est pour la diversion. Le véritable pays de leur stratégie, c'est le Sénégal. Dans leur stratégie actuelle, c'est le Sénégal. Parce que au Sénégal, Macky Sall, c'est un peu un boulanger à la Erdogan. C'est les mêmes habitudes. C'est quelqu'un qui se retrouve à gauche, va à droite, n'a véritablement pas de perspective idéologique, est dans un cafouillis politique sans égal
Et il croit prendre tout le monde à son jeu. Donc, voilà le genre d'individu qui leur plaît. Ils disent, OK, on va jouer à ce jeu. Mais nous, on va récupérer après toi. Donc, de toutes les manières, eux aussi font les plans après lui. C'est là où nous devons entrer en jeu. Nous n'allons pas attendre que Macky Sall parte, comme ils disent, de façon démocratique. Donc, il faut que dès maintenant, les forces révolutionnaires sénégalaises continuent leur ébullition et portent au sommet leur révolution. La révolution sénégalaise doit atteindre très vite sa maturité. On n'a pas le temps d'attendre au Sénégal. Peut-être même que le Sénégal devient plus urgent maintenant que la Côte d'Ivoire. Ou du moins, les deux peuvent se faire concomitamment. Mais le Sénégal, il faut que ça se fasse au plus vite. Dans tous les cas, vigilance, vigilance au peuple sénégalais. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie, mon frère Goss, et je salue tous les combattants panafricanistes au Sénégal qui regardent la situation au Niger. Vraiment, il ne faut pas que le Niger cède la place au Sénégal dans le larbénisme. Non. Il ne faut pas laisser cette place-là. Vous ne devez pas devenir les porte-parole du larbénisme en Afrique. Donnons-nous la main. Je sais que ça a été dur ces derniers moments, les moments de répression. Mais parfois, c'est aussi ça la lutte. Il y a eu un temps de répit. Prenons un dernier souffle. Ressortons tout ce que nous avons dans le cœur. Relâchons-nous. Redoublons d'ardeur. Que ce soit autour de Sonko ou de tout autre leader. Tout pourvu que le régime actuel, qui semble déjà très acquis et qui est très acquis aux forces néocolonialistes, tombe. Il faut le faire urgemment. C'est un message à tous nos frères du Sénégal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur Panafricaniste TV. L'information y en continue. Bonne journée à toutes et à tous.